Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et mère de 3 enfants et dans le duo de Ça va maman, je suis avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Aujourd'hui, on a une conversation très importante. On a voulu inviter SOS Violence Conjugale à notre podcast. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que dans le dernier épisode qu'on avait fait, on avait parlé du couple avec les psychologues Aline Gauchat et Nathalie Gauthier et on parlait de souffrance dans le couple quand on n'est plus heureux, quand on décide que c'est autre chose qu'on veut, quand ça c'est plus aligné avec qui on est ou ce qu'on souhaite. Et je voulais vraiment faire la distinction entre souffrance pour les raisons que je viens de nommer et souffrance à cause de la violence conjugale. Donc, Laurie a proposé qu'on invite SOS Violence Conjugale et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. En plus, une autre raison pourquoi on a voulu avoir cette conversation-là, c'est que vous allez l'entendre dans la conversation avec Claudine Thibodeau, qui est travailleuse sociale et impliquée auprès de SOS Violence Conjugale depuis des années. C'est démontré que la violence conjugale escalade plus les engagements sont grands. Et on s'entend que la grossesse, c'est le plus gros facteur d'engagement possible. Et semble-t-il qu'on estime qu'une femme sur 5, au moment de la grossesse, vivrait une forme de violence criminelle. Et la violence criminelle n'est qu'une partie de la violence conjugale. Donc, on peut imaginer à quel point ce chiffre gonfle. C'est énorme. Alors, il était clair pour nous qu'on voulait avoir cette conversation-là. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est de la violence conjugale dans cet épisode, parce que c'est insidieux, c'est complexe. Autant comment s'en sortir que comment aider une victime de violence conjugale. Et je vous le dis, moi, j'avais tout faux, en fait. Tu sais, nous, on tient une page, un groupe privé, un groupe de discussion sur Facebook, puis on envoie des messages passer des fois, puis j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Comment je réponds? Et Claudine Thibodeau nous a donné tous les outils, en fait, puis je trouve ça vraiment important qu'on le sache tous ensemble. Si vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, si vos amis, votre entourage, votre sœur, un homme que vous connaissez aussi vit de la violence conjugale, ou encore si vous-même en vivez ou vous vous questionnez. Elle l'a pas dit dans le podcast, Claudine Thibodeau, mais on en a parlé après parce que la conversation s'est poursuivie et elle nous disait que sur leur site, sosviolenceconjugale.ca, il y a un petit test qu'on peut passer pour savoir s'il y a de la violence dans notre couple et il y a plus de 169 000 personnes qui ont passé le test. Ça fait pas si longtemps que ça, que c'est en ligne. Alors, je pense que c'est important. On va parler, vous allez voir aussi, on va défaire bien des préjugés, mais on va parler aussi de la violence qu'on tolère peut-être un peu trop dans notre société. Alors, nous, on a été très ébranlés, je dois vous l'avouer, par cette conversation pour de nombreuses raisons. Elle a fait naître de nombreuses discussions qui se sont poursuivies bien après le podcast. Laurie puis moi, on s'en parle encore. Donc, j'espère que ça va faire naître les mêmes conversations et je vous conseille de ne pas l'écouter avec les enfants dans la voiture. Ce n'est pas... il n'y a rien de graphique, ne vous en faites pas, mais c'est quand même des sujets assez délicats, la violence, et vous allez voir qu'on va réinviter Claudine pour parler de violence chez les ados. Alors, c'est à suivre. Avant de vous laisser écouter cette conversation, je veux juste remercier nos membres Patreon. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement et nous, Ça va maman, on est là-dessus, donc il y a plein de gens qui encouragent notre mission puis qui veulent nous le montrer, alors ils s'abonnent et ils ont plein de privilèges, dont recevoir les épisodes à l'avance, selon le forfait que vous choisissez, et il y a d'autres privilèges comme avoir les questions maman, les capsules questions maman, où on reprend une question anonymement, évidemment, sur notre groupe de discussion privée et on donne notre avis là-dessus. En fait, moi, je pose des questions, Laurie donne son avis, dans toute la nuance, évidemment, que vous nous connaissez. Alors voilà, si ça vous intéresse, patreon.com et vous allez chercher Ça va maman. Je vais le mettre en lien au bas de l'épisode. C'est une façon de nous encourager dans ce qu'on fait. Alors, merci beaucoup à nos membres, nos contributeurs qui sont déjà présents depuis un bon moment avec nous. Karine, Juliane, Sabrina, Camille, Roxane, Christine, Véronique, Corinne, Jade, Roxane, une autre Julie, Marie-Charlotte, bref, il y en a bien d'autres. C'est grâce à vous qu'on peut continuer ce qu'on fait. Merci beaucoup. Et bonne écoute. C'est peut-être une conversation difficile, mais c'est une conversation nécessaire.
Laurie, je suis très contente d'avoir cette conversation-là aujourd'hui, une conversation très importante, je pense. Ouais. Et je vais tout de suite l'accueillir puisque ceux qui sont en visuel la voient déjà. Claudine Thibodeau. Bonjour, Claudine. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Merci beaucoup. Claudine, tu es travailleuse sociale, tu es responsable au soutien clinique chez SOS Violence conjugale. Tu travailles en violence conjugale depuis 1998. On était très contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Puis je vais expliquer un peu comment nous est venue l'idée. C'est que le dernier épisode qu'on a fait, c'était sur comment va ton couple. On était avec deux psychologues pour savoir le couple, Puis on parlait de souffrance dans le couple. Puis à quel point tu souffres dans ton couple. Puis à un moment donné, tu prends la décision peut-être de quitter et tout ça. Puis là, je parlais avec Laurie après, puis j'étais comme, faut faire la distinction entre souffrance, je suis malheureuse, ça correspond plus à ce que je désire, je veux dire, on n'est pas fait pour être ensemble, et souffrance, violence conjugale, tu sais. Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je veux dire, vous êtes très présents avec tous les féminicides qu'il y a eu à chaque année, malheureusement, les infanticides aussi. On trouvait ça vraiment important d'avoir cette conversation-là aujourd'hui. Fait que je pense qu'on est vraiment contente de faire, parce que c'est tellement insidieux, la violence. On s'en parlait avant de rentrer en ondes. Puis on avait déjà de la discussion sur qu'est-ce qui est de la violence, qu'est-ce qui est de la violence conjugale. Puis là, je parle beaucoup, mais j'ai envie comme de te lancer peut-être sur, puis c'est la question que j'ai posée à Laurie avant, puis j'aimerais savoir ton avis aussi. Est-ce qu'on peut faire une distinction, ou y a-t-il une distinction à faire entre une violence, mettons, spontanée, il y a eu une chicane, il y a eu de la violence, on s'est crié après, et de la violence conjugale? OK. Oui, on peut. La violence conjugale, il y a deux ingrédients. Il y a des comportements violents. Là, ils peuvent être de diverses natures. On va en parler sûrement plus tard. Puis, il y a un rapport de pouvoir. Fait que la violence conjugale, c'est c'est quand quelqu'un dans le couple, le plus souvent, c'est l'homme à cause de notre socialisation, dans notre culture, où il y a une des deux personnes qui veut gagner du pouvoir dans la relation, puis être un peu le chef. Puis pour devenir le chef, il impose à l'autre sa volonté de différentes façons avec des comportements violents. Fait que la violence conjugale, c'est ça, c'est les deux ensemble. C'est une dynamique qui, généralement, augmente dans le temps, qui peut être cyclique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va mieux, puis il y a des moments où ça va moins bien. Et n'empêche que c'est quand même une dynamique qui est incrustée, si vous voulez, dans la relation. Des comportements violents de faible intensité. Mettons, hausser la voix. Parce que, tu sais, hausser la voix, pourquoi on hausse la voix? C'est pour que l'autre nous écoute. Hein? Donc, c'est un comportement qui vise une forme de coercition. On veut forcer l'autre à nous écouter. Est-ce que ça peut nous arriver de hausser la voix? C'est sûr que ça peut nous arriver de hausser la voix. Mais si j'hausse la voix, puis je me rends compte que l'autre est pas bien, puis tu sais, si mon but c'est pas de dominer l'autre personne, que je voulais me faire entendre, mais je réalise que j'ai été trop fort, je vais remettre mon comportement violent en question, puis je le répéterai pas. Fait que théoriquement, des comportements violents situationnels, d'abord, ils sont de faible intensité. Tu sais, on peut pas frapper quelqu'un de façon situationnelle. On peut pas insulter quelqu'un de façon situationnelle. Là, on n'est pas dans quelque chose qu'on peut dire, ah, mais c'est juste un accident. Hausser la voix, peut-être sacrer des fois, ou des choses comme ça. Oui, ça peut arriver de façon situationnelle, mais si c'est pas une situation, une relation où il y a du contrôle, où il y a de la violence, théoriquement, il va y en avoir de moins en moins. Parce que au fur et à mesure qu'on fait des erreurs dans notre couple, on apprend à les remettre en question, puis on devient de meilleur en meilleur. J'aime qu'est-ce que tu amènes, Claudine, par rapport à deux choses. Un, c'est un tout. Hein? Des fois, justement, les commentaires qu'on voit, c'est il s'est passé telle affaire. Oui, mais il faut regarder un peu le contexte de la relation. Tu sais, quand tu disais justement, OK, c'est situationnel, c'est quoi l'intensité de ça? Puis sur la durée, est-ce qu'on s'est amélioré? Est-ce qu'il y a des choses qui, au départ, étaient là? Moi, je fais de la thérapie de couple aussi. Fait que des fois, il y a vraiment comme, hey, on a un clash au niveau de la communication, mais on est engagé justement à améliorer notre façon de communiquer. Fait qu'il y a quelque chose qui évolue positivement.
Fait que déjà là, ça donne une perspective ou une analyse différente, puis t'amènes aussi tout l'aspect de l'empathie, hein. Quand tu disais tantôt, ben, il y avait toute la notion de rapport de pouvoir, ben là, des fois, il y en a plus d'empathie. Là, je suis plus en train de penser à qu'est-ce que ça fait vivre à l'autre, de tout le temps se sentir dans la position de minorité ou de perte de contrôle. Là, justement, c'est là que toute la notion de respect est moins là aussi, là. Exactement. Mais c'est tout à fait ça. La violence conjugale, c'est l'absence de respect, justement, puis une volonté d'avoir le pouvoir dans la relation. Et peu importe ce que l'autre en pense ou peu importe ce que l'autre ressent face à la situation, et on voit que ça peut aller jusqu'à des comportements très importants, jusqu'à de la violence physique, jusqu'à même l'homicide, le féminicide. Puis on appelle ça des féminicides. Pourquoi? Parce que c'est des meurtres qui sont dans un contexte de violence qui est lié au genre, parce que la violence conjugale, ça affecte très majoritairement les femmes à cause justement de la socialisation. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des féminicides. C'est pas des affaires individuelles, ces affaires-là, c'est quelque chose de collectif, c'est une maladie collective qu'on a. Puis qu'on a à explorer, puis en même temps, ben, il faut soutenir les gens qui sont victimes de ça dans leur relation. Puis c'est complexe aussi parce que, tu sais, on parle, dans le fond, la violence conjugale, tu sais, on parle des formes de violence, on parle aussi de contrôle coercitif. Donc, la violence peut se manifester dans des toutes petites choses. Genre, t'as mal rangé les cuillères dans le tiroir, là. T'as mal tordu ton torchon. T'as pris trop de débarbouillettes pour faire le ménage. Tu sais, c'est vraiment dans le menu détail, le contrôle. Pour certaines personnes, tu sais, ça va être à tous les niveaux de la vie peuvent être affectés par ce contrôle-là, selon la volonté de l'agresseur. C'est parce que ce que je trouve difficile, c'est qu'il faut en prendre conscience. C'est bien beau, je vous écoute, puis je suis comme, oui, c'est vrai, quand tu en prends conscience, ben là, tu veux t'améliorer et tout. Mais on a tous un seuil de tolérance, malheureusement, différent à la violence. Si, par exemple, la violence était présente chez vous, si ça criait beaucoup, si, tu sais, fait que tu le verras peut-être même pas que c'était de la violence. Sais-tu quoi? On pense ça, Ouais. mais c'est même pas vrai. Non? En fait, là, il n'y a aucun lien entre le fait d'avoir été exposé ou victime de violence dans ton enfance puis le fait de subir de la violence conjugale plus tard dans ta vie. Il n'y a aucun lien. Il y a des recherches qui ont été faites pour essayer de voir s'il y en avait un lien. Ils n'en ont pas trouvé. Mais c'est comme une explication logique. Là, on cherche des réponses. Hein, quand on est face à une problématique comme ça, on cherche des réponses. Les victimes le font pour elles-mêmes. La raison pour laquelle c'est très difficile à voir, c'est d'abord parce que la violence, au départ, elle est extrêmement insidieuse. C'est des comportements qui passent vraiment, vraiment loin sur le radar. Entre autres parce que dans notre société, on n'a pas le radar très développé pour la violence. C'est pas une question individuelle, c'est une question sociale. Je vous parlais tout à l'heure avant qu'on commence de la plateforme C'est pas violent pour les jeunes. Elle s'appelle C'est pas violent pour une raison. C'est parce que les gens ont tendance à dire ah ben là ça c'est pas grave là. Il est juste un peu intense. Non, il est pas juste un peu intense, il est juste émotif. Non, ça va au-delà de l'émotion. Mais justement, l'idée, c'est qu'il faut apprendre à reconnaître les comportements violents plus subtils. Tu sais, vous savez, on a commencé à parler de violence conjugale dans les années 80, puis dans ce temps-là, on parlait de femmes battues. Mais je pense que c'est ça qu'on avait tellement en tête, là, tu sais, la femme qui est à terre, qui a reçu, qui a des bleus, etc. C'est ça, mais là, c'est ça de montrer voulait pas dire que ça, là, tu sais. C'est ça, exactement. Mais au départ, c'est juste ça qu'on voyait. Puis là, on a élargi, on a commencé à concevoir, puis au Québec, on était vraiment des pionniers mondiaux là-dessus. On a commencé à comprendre que, bon, la violence verbale, la violence émotionnelle, la violence psychologique, le contrôle, c'était de la violence conjugale. Mais tu sais, avant qu'on réussisse à ce que chaque être humain de notre société comprenne et voit clairement on n'est pas encore rendu. Puis maintenant, on parle de contrôle coercitif. Donc, on est vraiment en train de dire ça peut être des comportements de très, très basse intensité, mais qui amènent, parce qu'ils sont très fréquents et sur plusieurs aspects de la vie, un contrôle important dans la relation. Donc, il peut y avoir des relations où il y a de la violence conjugale très intense et où la victime est complètement sous emprise, où il n'y a jamais eu de violence physique. Des fois, il n'y a même jamais eu d'éclat de voix. Dans une relation. Tu sais, je me rappelle d'une personne dont tu sais, justement, le partenaire était psychologue. Il n'avait jamais haussé la voix, jamais, jamais, jamais. Mais avec ses commentaires, puis même à la limite, là, quand il devenait le plus violent, il baissait le ton. Puis là, il parlait
vraiment calmement, ça a autant d'impact, sinon plus, sur la victime que s'il criait. Tu sais. Fait que la violence conjugale, dans le fond, c'est... Puis quand... Tu sais, vous avez un chum, une blonde peut-être. Notre chum, notre blonde, là, c'est à peu près la personne qu'on connaît le mieux sur la planète. On sait tout, hein? On sait la couleur de ses bobettes. On sait tout sur son enfance, sur son travail. On sait... Je vous gage que vous sauriez exactement comment le mettre hors de lui, comment le faire capoter. Vous le sauriez, oui. là. Oui. Vous connaissez. Mais c'est ça, la violence conjugale. Les partenaires violents savent exactement où aller jouer parce qu'ils connaissent leur partenaire très bien. Donc, ils peuvent, tu sais, quand tu sais que quelqu'un est fragile sur, tu sais, mettons que je suis fragile parce que faut que je donne des formations, puis je suis bien stressée de parler devant le monde. Puis là, de ce temps-là, il y en a qui s'en mettent. Je suis vraiment stressée de tout ça. Puis si mon chum veut gagner du pouvoir sur moi, ça se peut qu'il me niaise avec ça. Ça se peut qu'il fasse des commentaires qui me fassent perdre un petit peu confiance face à ça. Tandis que s'il me faisait des commentaires sur quelque chose d'autre où je me sens sécure, ça aurait moins d'impact. Donc, la violence conjugale, souvent au début, c'est tout petit. Puis c'est mêlé à travers plein de manifestations d'amour. C'est mêlé à travers plein de normalités. Puis c'est pour ça que c'est pas clair. Tu sais, des fois, justement, on va entendre le regard des autres de, ben, pourquoi t'es pas parti? Pourquoi si? Mais c'est parce que, justement, c'est quand tu regardes tous ces éléments-là, quand tu entends les histoires, tu sais, je suis pas spécialisée en violence conjugale, là, mais quand tu entends ces histoires-là, c'est quand même la partie de, c'était pas que du mauvais, c'était pas que, justement, des coups, etc. Fait que quand c'est entremêlé avec, ben, il y a quand même de l'amour, des fois, il y a quand même des moments agréables, des fois. Fait que là, ça devient difficile, des fois, pour la personne de se dire, je suis dans une relation parce qu'il y a de la violence. Ben, pour installer une dynamique de violence, là, il faut que le partenaire soit très habile. Tu sais, il y en a des fois qui sont pas habiles, puis qu'à la troisième date, ils sont plats. Ça continue pas, la relation, dans ce temps-là. Un partenaire qui va trop vite, trop fort, puis qui utilise pas assez de violence psychologique pour masquer ses intentions-là, ils réussissent pas à installer une dynamique de violence. Quand ils réussissent à installer une dynamique de violence, c'est parce qu'ils sont bons pour le faire. Et justement, tu sais, malheureusement, les victimes, effectivement, se font beaucoup demander, mais pourquoi t'es pas parti? C'est à peu près la question qu'ils se font demander le plus souvent. Puis, c'est comme si ça disait que c'était leur faute, là. Exact. D'avoir laissé ça aller aussi longtemps, d'avoir mis leurs enfants en danger. C'est épouvantable. Dites-vous bien que les victimes, elles entendent ça tellement souvent, même dans la télé, même dans les, tu sais, qu'elles se le disent à elles-mêmes. Puis même à la limite, des fois, elles ont identifié la violence. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on identifie la violence qu'on rompt la relation, là. Parce que quand on identifie la violence, là, on identifie aussi les enjeux liés à ça. Exact. Et nous, on ne veut pas, on a quand même une communauté de mamans. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est un des éléments, des fois, qui va être relevé. C'est, ben, je pouvais peut-être pas partir. Je veux dire, peut-être que j'avais pas de permis de conduire, peut-être que j'avais pas de compte en banque, peut-être que pour mes enfants, j'étais inquiète de, fait que des fois, ça crée encore plus l'espèce de, c'est pas si simple que ça, de simplement de partir, tu sais. Ben non. C'est non seulement c'est pas si simple que ça, mais c'est extrêmement complexe, généralement. Puis il y a tu sais, les enjeux qui viennent en premier, puis souvent, le même, mettons que je suis dans la situation, puis c'est ma situation, là, je les vois pas clairement, les enjeux, mais je le sens que c'est pas bon. Tu sais, je le sens que c'est pas le moment. Tu sais, puis plus, tu sais, à force de travailler dans le domaine, à force de parler avec des femmes, je me rends compte que la rupture dans un contexte de violence conjugale, tu sais, on a comme l'idée que c'est comme passer à travers une porte. Qu'après, c'est correct. À ouvrir, mais tu passes à travers la porte, puis après, t'es rendu de l'autre bord, puis c'est correct. Alors que la violence conjugale, souvent, on peut pas rompre la relation complètement, tu sais, notamment quand il y a des enfants, parce que la relation parentale, elle va continuer. Donc, la violence peut se transformer en violence post-séparation. Et en plus, avant même de devenir de la violence post-séparation, elle peut augmenter au moment de la rupture. Parce que dès qu'une victime, c'est ça qui arrive en violence conjugale, quand une victime essaie de reprendre du pouvoir, puis qu'elle dit à son chum, excuse-le, mais non, là, ça, j'accepte pas ça, ben, il va, tu sais, comme c'est une dynamique de violence, si c'était pas une dynamique de violence, il ferait, ah, mais ouais, mais t'as bien raison. Excuse-moi. Peut-être ça prendrait une couple d'heures avant qu'il dise ça, mais ça viendrait quand même à ça.
Tandis que dans une situation où il y a de la violence conjugale, si la victime essaie de reprendre du pouvoir, l'agresseur va augmenter l'intensité de ses comportements violents pour le garder. Ouais. Donc, partir, ça, c'est la reprise de pouvoir ultime. Et donc, c'est pour ça que la majorité des situations où la violence va escalader jusque dans des formes de violence qui peuvent être dangereuses pour la vie de la victime ou de ses enfants, c'est au moment de la rupture, presque tout le temps. Donc, quand une victime sent que c'est pas là, je le sens pas là, que c'est le temps de partir, faut respecter ça. C'est pour ça que puis ça, c'est peut-être intéressant pour toutes les mamans qui nous écoutent puis qui peuvent se faire confier des choses par des amis. Quand notre premier réflexe, là, c'est tout le temps de dire « Ah, faut que tu sortes de là. » Ouais. C'est normal là, quand on est... Oui, viens chez nous, viens avec les enfants, c'est pas grave, on va te protéger. Hein? C'est normal quand on est une amie de vouloir que ça s'arrête, tu sais. Mais il faut être consciente que c'est pas parce qu'elle part que ça va s'arrêter. Ça peut même être plus dangereux. Et donc, notre objectif, tu es psychologue, tu as des objectifs d'intervention, mais on a des objectifs d'intervention quand on soutient nos amis. Notre objectif, ça devrait pas être qu'elles se séparent. Puis c'est dur, ça. C'est dur à faire. Il faut se l'avouer que c'est dur à faire. Mais notre objectif, ça ne devrait pas être qu'elle se sépare. Notre objectif, ça devrait être de lui donner au moins un espace où elle vit une expérience de respect, mur à mur. Au moins un espace où est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, justement, qui lui dit quoi faire. Parce que si on lui dit quoi faire, puis qu'on lui dit, là, il faut que tu partes, faut que tu appelles SOS violence conjugale, faut que tu parles à quelqu'un, tu sais, faut que tu appelles la DPJ, faut que tu... Ben là, on est en train de lui imposer quelque chose. Mais qu'est-ce qui va arriver? Il y a son partenaire qui lui impose quelque chose, puis là, il y a sa meilleure amie, peut-être, qui lui impose quelque chose. C'est qui est plus dangereux là-dedans? Le partenaire, hein? Oui. Fait qu'elle va couper la relation avec son ami. Oui. Puis je pense aussi des fois qu'il peut y avoir la dynamique de l'ami, justement, se frustre de voir, t'as pas écouté mes conseils, hey, regarde, finalement, arrange avec tes problèmes, pourquoi tu m'en as parlé? Mais c'est peut-être de voir la partie qui c'est pas personnel, tu sais, c'est pas envers toi, c'est pas envers tes conseils, c'est peut-être juste parce que c'est complexe, on veut offrir un espace, mais il faut tolérer le rythme de la personne puis de l'accepter. Des fois, c'est même pas de rejeter, puis t'approcheras ton micro, Laurie. Des fois, c'est même pas de rejeter l'autre, mais plus de comment ça? Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu restes? Pourquoi tu aimes tellement ton ami ou ta sœur ou ton tu sais, que tu comprends pas pourquoi elle s'impose ça. On va le mettre en gros guillemets, là. C'est ça, mais ça, c'est parce qu'on aime nos amis puis les membres de notre famille. On est, tu sais, puis on est intense. Puis faut avoir beaucoup d'empathie envers soi-même. Hein. Quand on est une proche d'une victime de violence conjugale, c'est tough. C'est vraiment tough parce que on est comme, on se sent beaucoup d'impuissance face à ça. Puis l'impuissance, là, nous, les humains, on est bien... On n'aime pas ça. On n'aime pas ça du tout. Quand on vit l'impuissance, on veut faire quelque chose, tu sais. C'est très inconfortable, l'impuissance, mais il y a un petit truc par rapport à ça que j'aimerais vous donner. Oui, je le veux. Si vous êtes avec quelqu'un puis que vous ressentez de l'impuissance, quelqu'un qui vous confie, là, votre meilleure amie, elle vient prendre un café chez vous, puis là, elle vide son sac, là, puis elle vous raconte les 6 derniers mois, là, puis ça a été épouvantable, puis vous en aviez aucune idée avant. Vous êtes surpris. Puis là, vous avez là, ça, là, faut qu'elle parte, faut quelque chose, faut qu'il arrive quelque chose, là, faut que... Ça, c'est parce qu'on se sent impuissant qu'on a cette grande montée de faut que, là. Ben, la meilleure chose à faire, c'est de lui demander, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je fasse pour toi? Si elle répond non, ça veut dire que ce que vous faites, c'est ça qu'elle veut. Oui, c'est déjà suffisant. Ouais. Puis c'est pas que vous êtes dans l'impuissance, c'est que ce que vous faites, c'est ça, c'est bon. Donc, vous êtes plus dans l'impuissance, là. Vous savez que ce que vous faites, l'accueil, juste le fait d'être là, le fait de pas forcer, justement, le fait d'ouvrir des portes, peut-être, parce qu'on va proposer des choses. C'est correct de dire, tu sais, tu pourrais appeler SOS ou on pourrait en parler au groupe de maman, on ouvre des portes. Mais l'idée, c'est que on veut pas forcer la personne à rentrer dedans. Mais dites-vous bien que d'ouvrir des portes puis de les laisser ouvertes, ben c'est autant de possibilités, c'est autant de pouvoir qu'on donne à la personne. Parce que quand on donne un choix à quelqu'un, tu sais, tu pourrais appeler SOS ou elle peut appeler ou elle peut ne pas appeler. Peu importe ce qu'elle fait un choix pour elle-même. Oui. C'est ça qu'il faut respecter. C'est ça, la reprise de pouvoir. Ben, je pense que ça parle de toute la partie qui est des fois face à l'impuissance, on veut être dans l'action, mais on voit pas des fois comment est-ce que juste dans la posture qu'on peut avoir ou dans le respect qu'on peut avoir. Juste ça aussi, justement, c'est de l'aide, c'est du soutien. Mais Claudine, mes statistiques sont loin un peu, mais il me semble qu'il y avait de quoi par rapport à les actes de violence conjugale
conjugale, il y a comme un peu une incidence avec les grossesses. T'sais, nous, on est beaucoup justement puis je me rappelle pas tout à fait c'était quoi, mais est-ce que c'est parce qu'il y en avait beaucoup qui commençaient pendant la grossesse ou c'était quoi déjà? Ça augmentait, en tout cas, de ce que j'ai vu du Ça documentaire. augmente. Là, la violence conjugale, il y a ce qu'on appelle l'escalade de violence, c'est-à-dire qu'au fil du temps, il va y en avoir de plus en plus fréquemment, puis elle va être plus intense. Souvent, la violence va pouvoir escalader quand il y a quelque chose qui arrive dans la vie du couple qui fait en sorte que ça serait plus difficile de se séparer le lendemain que la veille. Donc, puis la grossesse, c'est à peu près le plus gros facteur d'engagement qu'on peut avoir avec quelqu'un parce que c'est un lien à vie. Ouais. Avoir un enfant avec quelqu'un. C'est pour ça, puis effectivement, au moment de la grossesse, là, on estime qu'il y aurait, c'était une femme sur 5 qui, au moment de la grossesse, vivrait des formes de violence criminelle. Donc, wow, on est dans énorme. la violence physique, les menaces de violence physique, les menaces de mort, donc tout ce qui est criminel. Puis la violence criminelle, c'est juste une petite partie de la violence conjugale. Donc, ça veut dire qu'il y en a probablement plus qu'une sur 5 qui vivent de la violence conjugale au moment de la grossesse. Et généralement, c'est pas juste au moment de la grossesse, ça va continuer par la suite. Ouais. Ça avait commencé avant, mais c'était peut-être moins intense. On entend souvent que c'est au moment de la grossesse, souvent que les premiers actes de violence physique vont apparaître. S'il y a à y avoir de la violence physique dans la relation, par exemple. Mais j'ai l'impression qu'elles se sentent coincées après. Tu sais, c'est parce que tu as ton enfant, là, tu veux. Mettons que tu t'as reconnu qu'il y avait de la violence conjugale, que tu veux t'en aller, que ci, que ça. Là, tu te dis, tu sais, après ça, il faut que tu prouves que c'est pas un bon père ou une bonne mère, là, selon ton partenaire. Puis là, parce que sinon, il va avoir encore un lien avec tes enfants. Puis là, l'aliénation parentale peut rentrer là-dedans. Tu sais, il doit avoir beaucoup de crainte puis un sentiment de je suis prisonnière. Là. J'ai eu des enfants avec cette personne-là. Puis là, je suis pris. Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est exactement pourquoi la violence escalade à ce moment-là. Oui, ben c'est ça. Pour ça. Et c'est triste parce que le moment où on est enceinte, le moment où on a un tout jeune bébé, c'est un moment où on est très vulnérable. Ouais. Tu sais, souvent, en plus, on a arrêté de travailler peut-être au moment d'accoucher ou un peu avant. Il peut y avoir des pressions pour qu'on n'y retourne pas ou pas tout de suite. Ou attendons un peu. Puis là, mais c'est pas grave, cette job-là, lâche-la, on t'en trouvera une qui est plus proche, c'est plus facile. Tu sais, puis là, il peut y avoir toutes sortes de violences, de contrôle, ça peut amplifier beaucoup, beaucoup. Puis aussi, tu sais, c'est une période, c'est difficile. C'est difficile, on va te le dire, là. Avoir un bébé, là, ou deux, là, dans mon On en parle à tous les jours, ça va, maman. tu sais, on passe par des moments où est-ce qu'on a vraiment besoin du soutien de notre partenaire. Et si c'est le contraire qu'on reçoit, là, c'est extrêmement souffrant, extrêmement souffrant. Et justement, le sentiment d'être pris. Puis, tu sais, c'est pas à ce moment-là que tu vas parler, genre, à ta meilleure amie ou à ta mère, hey, c'est vraiment tough avec mon chum, là, hier, là, il me criait après pendant que j'avais le bébé dans les bras, là, j'étais tellement stressée. Parce que là, tu vas te faire dire, ben là, pourquoi t'as fait un bébé avec d'abord? Ben oui. Ouais. Il est là, le bébé, là, tu sais, ça sert à rien, là. Ouais. Puis, j'ai l'impression même que les enfants sont la forme, en tout cas, je vais parler pour moi, la plus ultime de vulnérabilité. Là. Si quelqu'un, parce que là, on parle de violence, mais je voyais aussi dans le document que ça peut être par les enfants que tu fais de la violence. Tu menaces, tu vas les perdre la garde, je vais te dire telle affaire, Puis dès que ça touche à ça, l'instinct de protection de la mère, ça va être fais ce que tu veux à moi, mais tu sais, touche pas aux enfants ou fais rien aux enfants ou. Il y a beaucoup de violence qui passe à travers les enfants. On appelle ça de la violence par proxy. Ça peut passer par des animaux de compagnie aussi. Des menaces tu sais, si tu fais ça, je vais faire telle chose à l'enfant. C'est presque plus puissant que de dire si tu fais ça, je vais faire quelque chose à toi. Ouais. Mais ne serait-ce que de parler aux enfants négativement de l'autre parent, en violence conjugale, c'est extrêmement fréquent. S'organiser pour que les enfants refusent l'autorité du parent victime. Puis en fait, la simple présence de violence conjugale dans une relation, ça affecte les enfants. Ben oui. Parce que dans une relation qui est sans violence, c'est un rapport égalitaire entre les parents. Donc, les deux parents sont également en pouvoir sur l'enfant qui, lui, est sous l'autorité des deux. En violence conjugale, il y en a un qui prend l'autorité sur l'autre, un peu comme si c'était un enfant, en gros, là. Il prend l'autorité sur l'autre. Fait que quand il y a un enfant qui arrive dans cette famille-là, théoriquement, il serait en dessous de tout le monde, mais est-ce qu'il est confortable d'être sous l'autorité de la personne qui est en danger ici, là?
Ben, il est pas bien dans cette autorité-là. Puis des fois même, c'est là qu'on les attrape, les mères, parce qu'elles vont consulter pour des difficultés de relation avec leur enfant. Oui, beaucoup d'opposition à des l'encadrer, fois. Ouais, ouais. de la part de leur enfant. Puis souvent, ce qu'on va voir dans les situations où c'est de la violence conjugale, c'est que l'enfant va refuser l'autorité de la victime, mais pas celle de l'agresseur. Puis là, ça donne beaucoup de pouvoir à l'agresseur parce qu'il va dire, qu'est-ce que tu fais? T'es bien pas bonne avec. Tu sais, c'est tout ça. Tu sais, les agresseurs vont se servir, entre autres, des conséquences qu'eux-mêmes créent chez la victime contre elle, notamment au niveau de ses émotions, tu sais, parce que c'est ça la violence émotionnelle. Hein. La violence émotionnelle, c'est de créer un état émotif négatif chez l'autre, puis après ça, de se servir de ça contre elle. La faire pleurer, puis demander pourquoi tu pleures encore. Vraiment, là, Puis je toi, voyais là, aussi dans le document que tu m'as envoyé que j'ai trouvé super intéressant, la violence réactionnelle. Tu sais, dans le sens où quand la personne fait usage de violence, puis ça te pousse à bout, fait que toi aussi, tu vas utiliser de la violence, tu vas crier, tu peux même frapper, puis après ça, il va réutiliser ça contre toi en faisant exact. comme... Puis que c'était à quel point c'était important de séparer les deux, tu sais, que la personne, s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qui a fait ça, tu sais, qui a réagi à ça, faut pas voir cette personne-là comme une personne méchante, tu sais, j'imagine qu'elle doit se juger, ça y est, tu sais, moi aussi, je suis comme lui, finalement. Là. Ben, lui, il se sert de ça. À la limite, là, un partenaire peut faire ça exprès, s'organiser pour que l'autre le frappe. Réagissent, ouais. Tu sais, puis après ça, dire, regarde, t'es pire que moi. Moi, je t'ai jamais frappé. Toi, tu m'as frappé. T'es pire que moi. C'est toi qui es violente, c'est moi qui est victime ici, là. Parce que quand on est sous emprise comme ça, la victime, là, il y a des stéréotypes, on a des images là, de c'est quoi une victime de violence conjugale. Puis je vous gage que l'image que vous avez instinctivement, là, pas une très belle image, ça ressemble un peu à un tapis. Les victimes de violence conjugale, là, ils réagissent beaucoup. À chaque fois qu'il y a de la violence puis que lui essaie d'imposer sa volonté, là, la victime, elle va essayer par toutes sortes de moyens de retrouver un peu de pouvoir de façon prudente. Elle va essayer de négocier, elle va essayer de l'amadouer, elle va essayer de faire appel à sa raison, elle va essayer de faire appel à sa bonté, elle va essayer de faire appel au passé, à ce qu'elle se rappelle de lui, elle va essayer de faire appel à ses valeurs, elle va essayer toutes sortes de choses. Mais quand il est au-dessus, il est pas atteignable par ces essais-là. Ça marche pas. En fait, il est complètement fermé à son influence à elle. Parce que c'est ça la violence. Il veut pas qu'elle l'influence. Si l'enjeu est important, ça se peut qu'elle augmente l'intensité de ses réactions parce que là, ça marche pas, puis elle n'arrive pas à reprendre du pouvoir sur une décision, par exemple. Tu sais, je me rappelle d'une situation, le père avait décidé d'offrir à son enfant de 6-7 ans là, des cours de motocross pour Noël. Puis la femme était comme non, 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 il va se péter la gueule. Elle connaît son enfant. C'est un enfant qui voyait pas trop les risques là, dans la vie. Fait qu'elle s'est dit, ça se peut pas, là, on peut pas l'envoyer là, il va se péter la gueule. Dans un couple normal où c'est une influence égale, il aurait pu proposer ça à quelqu'un, là. Mais l'autre personne aurait dit, hey, sais-tu quoi? Regarde, considérant telle chose de notre enfant, j'ai l'impression que c'est peut-être pas une bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses? Il y aurait eu un échange. Ouais. Ça veut pas dire que personne ne se serait soumis à l'autre, mais il y aurait eu un réel échange. Puis il y a un compromis, je pense. Hein? Je pense que c'est un peu ça que tu parles. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir des compromis. Des fois, les compromis sont pas possibles. Tu sais, là, on peut pas faire à moitié. Ceci dit, on peut dire, on va lui offrir des cours de autre chose, peut-être, effectivement, ou tu sais, face au malaise très important de sa partenaire, il va pas insister. S'il voit que sa blonde elle est morte de peur à l'idée que son enfant aille faire du motocross, il va pas insister pour que l'enfant fasse du motocross. Il va peut-être est-ce que si sa réaction est intense parce qu'elle veut protéger son enfant, est-ce que la violence va augmenter? Ben oui. Si elle exerce des comportements de violence réactionnelle, lui, il va augmenter l'intensité de ses comportements violents, effectivement. Fait que c'est dangereux, en fait, pour les victimes. Puis, tu sais, je mais t'entends. toutes les victimes l'ont fait. Puis ça, c'est important de l'entendre. Oui. Absolument. Toutes les victimes ont essayé de 1000 façons de retrouver du pouvoir, puis ont essayé des comportements violents. Veut pas, à un moment donné, ils ont augmenté de ton, là.
Oui, C'est sûr, sûr, sûr. Donc, mais puis l'autre leur a dit, garde, t'es pas mieux que moi. Puis ça fait partie de la violence psychologique qui vient créer comme un brouillard autour de la victime. Qui fait que là, elle dit, c'est vrai, c'est un peu moi. Tu sais, c'est vrai que j'ai fait ça. Il sert d'éléments de la réalité pour masquer à la victime la situation. Fait que c'est des situations qui sont très complexes. Ouais. Ben, tu sais, je t'entendais depuis tantôt, Claudine. Puis là, j'essaie de penser à nos mamans qui nous écoutent. Puis, tu sais, tantôt, exemple, t'as donné l'exemple, t'as dit, hey, l'autre va commencer à dire, regarde, t'as pas bien rangé les fourchettes. Ben, nous, on a des mamans qui peuvent être très perfectionnistes, qui vont être comme ça. Ou, tu sais, là, on parlait d'OCT, etc. Puis, est où l'espèce de ligne fine entre, parce que, tu sais, il y a beaucoup de ces mamans-là qui sont pas dans des contextes de violence conjugale, mais qu'effectivement, qui vont peut-être faire, hey, moi, ça m'arrive des fois que je me sente comme ça avec mon chum, mais pas tout le temps. Ou, tu sais, de te parler de relations égalitaires, mais des fois, on n'est pas égalitaire non plus tout le temps par rapport à tout. Fait que, est où la ligne fine que quand moi, je suis une maman, je me pose la question, est-ce que ma relation est suffisamment saine? Ou au contraire, non, il y a des éléments problématiques, puis j'imagine qu'il y a quand même des outils là, sur le site de SOS Violence conjugale. Les fêtes hier, l'outil. Ben, c'est ça. Très pratique, d'ailleurs. Ben, tout à fait. En fait, là, d'ailleurs, ça va peut-être, effectivement, plus on parle de violence, puis qu'on parle justement des formes de violence plus subtiles, plus il y a des gens qui vont faire ah ouais, c'est violent ça, je le savais pas. Pour des choses subtiles comme imposer la façon de ranger les cuillères, ça se peut très bien que la personne fasse ah ouais, c'est vrai. Dans le fond, si moi je suis perfectionniste, mais c'est sûr que je peux pas imposer à l'autre mon perfectionnisme. Je peux le laisser ranger les cuillères comme il veut. Si je veux aller les changer après, de les remettre comme moi j'aime, c'est correct. Mais je peux pas, tu sais. Puis à la limite, je peux informer l'autre que j'aime que les cuillères soient rangées comme ça. Ça c'est correct. Mais si je suis plate avec pour qu'il range les cuillères comme je veux, c'est là que ça franchit la ligne. Mais c'est ça, j'étais allée hier, j'ai lu ton document que tu nous avais envoyé, j'étais allée voir votre site, j'ai fait le test pour voir c'est quoi, puis justement pour pouvoir le proposer, puis il y a un test qui se fait là, en ligne sur sosconjugal.com. sosviolenceconjugale.ca. C'est un questionnaire interactif. On l'a créé justement parce que c'est très difficile quand on est dedans d'identifier les comportements violents pour ce qu'ils sont. Donc, on a fait un questionnaire. C'est 25 questions. C'est pas trop long, pas trop long. Il est disponible même en langue des signes depuis cette semaine. Wow. Donc, ce questionnaire-là, anglais-français, ce qu'il permet de faire, c'est il va poser des questions, puis il donne des exemples aussi pour chaque question. Est-ce que ça arrive, par exemple, que votre partenaire a une attitude condescendante envers vous? Puis là, il y a des exemples. On répond oui ou non. Puis au bout du questionnaire, ça nous dit quand vous avez dit oui à telle chose, mettons, ben, ça, c'est de la violence psychologique. Quand vous avez dit oui à telle chose, ça, c'est de la violence physique indirecte. Quand vous avez dit oui à, puis ça évalue 12 formes de violence, qu'on peut vivre. Puis, on a essayé de faire comme une passoire assez fine pour attraper la majorité des situations de violence conjugale, mais pas trop longue non plus. C'est sûr qu'il peut y avoir des situations de violence où la personne répondrait non partout. C'est pas parce qu'on répond non partout qu'il n'y a pas de violence, mais ça risque d'attraper quand même la majorité des situations. Puis c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même avec soi-même, là. Parce que on réalise à SOS depuis longtemps que nous, on a un service téléphonique 24/7 depuis 35 ans. Appeler à SOS, c'est tough. C'est une grosse marche, tu sais. Il y a beaucoup de victimes, des femmes en très grande majorité, qui vont attendre d'être sûres à 1000% avant d'appeler SOS violence conjugale. Peut-être qu'on aurait dû s'appeler information violence conjugale, ça aurait été moins pire, mais les gens attendent d'être rendus à SOS. Ils attendent d'être rendus à ce que ce soit une urgence, tu sais. Alors que on est là, peu importe, là, juste si on se pose des questions, ça vaut la peine de parler à quelqu'un, ça engage absolument rien. Puis ce questionnaire-là, on l'a conçu pour être comme une première étape plus facile, un pas plus facile à prendre. On a beaucoup d'articles aussi sur le site qui parlent de différents aspects de la violence qui sont faits pour être courts et faciles à accessibles, puis qui expliquent, un peu comme je vous l'explique maintenant, les réalités de la violence. On a aussi toute une section qui est une autre façon d'aller explorer si on peut vivre de la violence, c'est des témoignages. C'est des courts témoignages, c'est pas des pages et des pages, c'est des courts témoignages, un paragraphe, deux, de situations qui sont arrivées à des gens pour vrai. Et donc il y a un court témoignage, puis on va écrire ça. Ça, c'est de la violence psychologique. Mais ça permet de se reconnaître dans cette situation.
Exact. Puis, tu sais, je pense que les mamans qui nous écoutent, c'est si je me reconnais, ben justement, il va y avoir peut-être des pistes de réflexion. Mais si moi, je réalise que j'ai eu ou j'ai des comportements violents, c'est de voir aussi c'est quoi mon attitude par rapport à ça. Est-ce que justement, je me dis, hey, voici, je veux améliorer telle chose, voici qu'est-ce que je peux faire, peut-être même que je vais continuer de m'informer pour être certaine de diminuer ça. Fait que de regarder aussi la partie que c'est pas parce que j'ai commis quelque chose de violent que ça veut dire que justement, je suis quelqu'un qui abuse, que je dois vivre de la honte, etc. Non, au contraire, est-ce que j'ai l'attitude de venir réparer ça, de reconnaître? Puis tu sais, c'est là justement que dans les dynamiques de couple, juste ça peut faire une bonne différence. Est-ce que je suis capable de prendre conscience, puis regarder qu'est-ce qui m'appartient à moi, travailler là-dessus, évoluer, au lieu de justement, j'imagine que peut-être que les abuseurs, là, qu'on parlait de notion de contrôle, la notion d'introspection, elle va peut-être être un peu moins là. J'ai pas tant envie de changer la dynamique. Au contraire, je veux qu'elle continue puis que l'écart s'agrandisse. Tout à fait. Puis même, ce qui est difficile, c'est que des fois, parce que dans toutes les dynamiques, évidemment, il y a des moments, par exemple, après des moments d'agression importants, l'agresseur, il va être obligé de reculer un peu. Mm-hmm. Parce que parce qu'à ce moment-là, la victime, souvent, quand il y a une agression importante, ben, ça va faire en sorte que là, elle souffre, là, elle risque de remettre en question des choses, là. Donc, là, il va falloir qu'il travaille fort pour aller la regagner et la lune regagner. de miel. Ben, on appelait ça la lune de miel, on appelait ça la rémission, mais tu sais, dans le fond, c'est des excuses puis des explications. Des fois, ça vient avant l'autre. Mais c'est sûr qu'il va y avoir ces deux ingrédients-là. Puis dans les explications, il va lui donner une part de responsabilité, mais dans les excuses, il peut manifester une volonté de changer. Puis c'est ça qui est tough, parce que la victime, elle peut pas le savoir, elle, si c'est réel ou si c'est simulé, ou si c'est réel, mais seulement cette journée-là. Puis c'est difficile, puis même les intervenants, à un moment donné, je parlais avec un intervenant qui travaille auprès des conjoints violents, puis c'est très difficile comme travail. Puis ce qu'il me disait, c'est que lui, il travaille presque exclusivement en groupe, avec des groupes de conjoints violents, parce qu'il dit, moi, tout seul, là, dans un bureau, ils vont me manipuler. Ils vont réussir à me manipuler. Imaginez s'il réussit à manipuler un intervenant social dont c'est la spécialité. C'est des experts en manipulation. C'est pour ça que beaucoup de l'intervention faite auprès des conjoints violents, c'est faite en groupe, parce qu'entre eux, ils se voient faire. Ils voient aller. Fait que ceux qui ont fait une démarche depuis plus longtemps peuvent voir les autres et dire, hey, là, t'es en train de nous faire du gaslighting, toi, là. Fait que c'est vraiment difficile. Fait que pour la victime, c'est d'autant plus difficile, là, de faire l'intervention. Il faut pas se mettre sur soi la responsabilité d'aider notre partenaire s'il a été violent avec nous. On peut lui dire, écoute, appelle SOS. Il y a plein de ressources si tu veux aller chercher de l'aide, mais idéalement, on va en chercher pour soi-même aussi. Parce que faut être vigilant, parce que c'est pas magique. Ça prend une remise en question très importante de la part d'un partenaire violent pour cesser d'utiliser de la violence, parce que c'est pas juste de dire, ben, je vais arrêter de crier ou je vais arrêter de la frapper. C'est qu'il faut vraiment, parce que il va continuer les comportements violents, c'est comme des vases communicants, là, tu sais, s'il arrête, là, il va en utiliser des plus subtils qui paraissent moins, mais qui passent sous le radar, mais qui sont tout aussi efficaces, tu sais. Et c'est ça, des fois, les gens me demandent, est-ce que la violence, est-ce que ça a diminué? Est-ce qu'on a réussi à faire diminuer la violence conjugale? On n'est pas encore rendu là. Mais surtout en sortir d'une pandémie, là, je veux dire, où on a enfermé les victimes avec leurs agresseurs. Tout à fait. Dans certaines situations où est-ce qu'il y avait déjà de la violence conjugale, ça n'a pas fait des nouvelles. Hein? Ça n'a pas créé de la violence conjugale, la pandémie. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a donné plus d'opportunités aux conjoints violents de gagner du pouvoir. Mais même avec la violence envers les enfants, c'est ce qu'on voyait aussi, là. Tout à fait. Fait qu'ils ont gagné du pouvoir pendant la pandémie, mais ils vont pas le relâcher après, là. Fait que c'est juste que ça a fait escalader des situations plus vite. Un peu comme la venue d'un enfant. C'est comme si tout le monde avait eu un enfant en même temps. C'est un facteur d'engagement, puis en plus, tu sais, c'était complexe. Puis là, en ce moment, on est encore dans les répercussions de tout ça. Tu sais, en ce moment, toutes les questions économiques, ça vient jouer, là, en ce moment, la vie coûte cher, là, les logements coûent cher, ça vient jouer. Mais ça revient souvent sur le groupe en disant, je veux me séparer, mais écoute, je serai jamais capable de me payer une maison. Puis, tu sais, je vois que le temps file, puis il y a tellement d'affaires que je voudrais aborder. Parce que, tu sais, en tant que plateforme aussi, des fois, j'ai vu une fille qui a dit, j'ai été giflée par mon conjoint. Là, tu te dis,
ben là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, j'ai comme l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose, là, que je dise quelque chose, mais je sais pas. Fait comment on va faire pour réduire? Tu sais, quand on vous demande, est-ce que vous avez réussi à réduire la violence conjugale? On part par où? Ben, d'abord, il faut s'occuper des gens qui en subissent, là. Puis c'est ça aussi, c'est ça qu'on fait. Tu sais, que tu dis qu'est-ce que je fais? Ben, tu lui poses la question. Est-ce que tu aimerais que je fasse quelque chose pour toi? Ouais. Et elle te répond non. Tu continues à faire ce que tu fais, d'être présente, d'écouter, de la laisser s'exprimer, de la valider, l'aider à se faire sa propre idée sur la situation. Tu sais, tout ça, c'est comme si c'était, on la protégeait un peu de la violence psychologique du partenaire. Quand lui, il va venir lui dire que c'est de sa faute, si elle a eu l'occasion de parler avec vous avant, puis que c'est clair pour elle que c'est pas de sa faute, ben ça va avoir moins de pouvoir que si elle n'a pas eu cette opportunité-là. Et tu sais, juste d'avoir un espace pour pouvoir parler, c'est déjà un excellent début. L'idée, c'est de maintenir le lien, s'organiser pour qu'elle se sente à l'aise de continuer à venir. Donc, c'est une autre raison pourquoi il ne faut pas aller trop fort, parce que si on va trop fort puis que c'est pas du tout ce qu'elle veut, elle ne viendra plus. Il faut vraiment être prudent là-dedans, mais d'ouvrir des portes, d'offrir, par exemple, d'appeler à SOS, de parler du fait qu'il existe des ressources d'hébergement, par exemple, qui peuvent l'accueillir avec ses enfants maintenant ou plus tard. On a des articles sur SOS qu'on les a rédigés pour répondre justement à ces questions-là. On a un article qui parle du moment de la rupture, puis de qu'est-ce qu'on réfléchit au moment de la rupture. Et souvent, ça peut donner des pistes. On a créé un article le dernier qu'on a mis en ligne. Il n'est pas dans le petit document que je t'avais envoyé parce que ça, on l'édite à chaque année. Il y a des articles de plus sur le site web. Puis il y en a un qui est vraiment sur l'empowerment, sur des choses qu'on peut faire. Peu importe si pour l'instant, on veut se séparer ou pas. Mais il y a des choses qu'on peut faire, tu sais, de se faire sa propre idée, de documenter sa situation. Ça peut être très tu sais, si par exemple, elle vient sur, je sais pas à quoi ressemble votre plateforme, mais si elle peut conserver ses messages sur votre plateforme, ben ça, c'est une sorte de documentation. Ouais. Mais j'aime l'idée de faire un print screen parce que c'est un groupe Facebook privé en fait là, puis ils peuvent publier anonymement. Puis ces personnes-là publient tout anonymement, mais c'est parfait. C'est parfait, ça. Puis c'est ça qu'il faut. Puis le print screen, elle le fait après, pas pendant que il faut faire attention parce que les outils technologiques. Ça laisse des traces. Quand on fait des recherches en violence conjugale ou des choses comme ça, c'est l'idéal, c'est d'utiliser des outils auxquels le partenaire n'a pas accès. Au travail, chez des amis, à la bibliothèque, dans un centre de femmes, par exemple. Des outils auxquels il n'y a pas accès pour favoriser notre sécurité, puis apprendre à effacer nos historiques. Oui. Puis d'ailleurs, je trouve que votre site est super bien fait parce qu'il y a toujours sur toutes les pages le bouton sortir rapidement. Tu sais, si tu es chez vous, puis il se passe quelque chose, puis la personne arrive, tu sais, fait que bravo, déjà. Ouais, moi j'avais une dernière question. On sait là, qu'on ne doit pas te garder pendant 4 heures, même si on voudrait. Mais tu sais, on a beaucoup parlé des comportements qui sont émis. Tu sais, crier, donner des coups, peu importe. Mais tout ce qui est qu'on pourrait réfléchir à la notion de violence derrière le désengagement? Tu sais, des fois justement, il y a certains partenaires qui sont tellement désengagés par rapport à la parentalité que ça crée un peu une dynamique de contrôle. C'est-à-dire, hey, c'est moi qui fais le revenu, exemple à l'extérieur de la maison. Toi, t'es pris justement dans le rôle de maman. Est-ce que tu as l'impression que le désengagement du partenaire par rapport à la parentalité, ça peut être une forme de violence? Ben, imposer comment les choses vont se passer dans la maison, ça en est de la violence. Puis ça, c'est ça là, que tu décris. C'est quelqu'un qui décide comment ça va se passer. Moi, je travaille à l'extérieur, donc moi, je décide que toi, tu t'occupes de toutes les... Puis si tu insistes, ben là, je vais utiliser des arguments où là, il va peut-être avoir des choses qui sont plus actives. Mais effectivement, le fait d'imposer, tu parles de désengagement, moi je parle d'imposition. Comment ça va se passer. Et ça, oui, effectivement, ça en est de la violence. Puis en fait, c'est quelqu'un qui impose sa volonté sur la relation, puis c'est ça la violence conjugale. Puis il va l'imposer de différentes façons. Ça peut être juste en étant pas là. Si moi je suis pas là, ça veut dire que toi, t'as pas le choix d'être là. Tu sais, t'es comme prise à être là. Exactement. Je te force à être là, puis fais-moi pas de reproches. Parce que si tu me fais des reproches, là, ça va mal aller. Là, il va y avoir peut-être des insultes ou, justement, de dire, ben moi, je vaux bien plus que toi. Tu sais, moi, ce que je fais, ça a bien plus de valeur que toi. Tu sais, tout ça, ça en est de la violence. Mais on vient d'une société où il y avait... Tu sais, il faut se rappeler, là, ça fait pas si longtemps que ça, au Québec, les rôles sociaux, puis c'était pas juste les partenaires qui les imposaient, c'était l'Église, c'était la société. C'était ça.
Donc, Mhm. on a encore du travail à faire. Vous me posiez la question tantôt, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut réfléchir profondément, là, socialement, Comme à société, ça, ouais. puis à comment, tu sais, puis comment on va le détricoter de nos films, de nos histoires, de nos narratifs, de nos Ouais. stéréotypes. Oui, C'est puis j'ai vraiment quelque chose qu'il l'impression. faut détricoter, là. Oui, Ouais. puis ben, c'est parce que j'ai aussi l'impression que de mettre le mot violence, ça peut rebuter certains aussi. Tu sais, quand tu parles, on les décrit, là, puis je suis sûre qu'il y en a plein que tu dirais, hey, ça, c'est de la violence. Ah non, je suis pas violent. Non, je suis pas violente. Non, je... Fait que de dire, puis j'imagine de dire à une victime de violence conjugale, hey, c'est de la violence que tu vis. Mais non, ben non, on n'est pas rendu là, voyons, tu sais. Fait qu'il y a, il y a une connotation à violence qu'on n'est pas tous prêts à entendre. Mhm. Je pense qu'une des raisons, c'est que le stéréotype de victime de violence conjugale est tellement négatif qu'il n'y a personne Ouais. qui peut s'associer à ça. Puis Ouais. c'est très triste parce que les victimes de violence conjugale sont des Ouais. personnes d'une résilience extrême. Ouais. Oh, C'est des C'est important que tu personnes, dises ça parce on le dit oui. tellement pas. Ouais. c'est extrêmement difficile d'être victime de violence conjugale. Puis tu sais, on a plus de facilité à avoir de l'empathie envers une victime de viol. C'est aussi grave, là. Mais, tu sais, un viol qui s'est arrivé une fois, on a beaucoup, beaucoup d'empathie envers cette personne-là. Tandis qu'une victime de violence conjugale, qui vit probablement de la violence sexuelle et de toutes sortes durant des années, Ouais. on a de la misère à avoir de l'empathie pour elle. Mais je Euh, pense que ça part encore de la notion que, exemple, un viol, t'as pas fait le choix, t'es pas responsable. Mais tu sais, quand tantôt tu disais, on a un peu l'impression, mais pourquoi tu t'as fait un enfant avec c'est d'abord, ça, hein? Il y a comme toute la part de responsabilisation qu'on essaie d'amener à Ouais. la victime, que c'est là, ça. justement, on a moins d'empathie, tu sais. Ouais. Fait que les victimes elles-mêmes ont moins d'empathie Ouais. envers elles-mêmes là-dedans, là. Ben oui. Donc, plus on va aussi travailler à déstigmatiser ce que c'est être victime de violence conjugale, victime survivante, là, tu sais, ça va aider à s'identifier. Tu sais, je vous donne un exemple. L'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a Laurence Jalbert, la chanteuse, qui a fait Oui. un coming out, un Ouais. témoignage de sa situation qu'elle avait subie pendant des années de la violence conjugale. Puis elle parlait justement du jour où, à un moment donné, après sa rupture même, elle était encore très affectée, puis c'est normal. Pendant des années, les femmes peuvent être affectées par des symptômes post-traumatiques après une situation de violence Hmm. conjugale. Elle avait appelé à SOS justement dans un moment de grande détresse. Elle avait été accueillie et tout, puis c'est de ça dont elle parlait. Ben, le lendemain, il y avait eu ça, c'était pendant un radioton qui était pour SOS, puis il y avait était allé à Tout le monde en parle le dimanche juste après. Ben, le lundi d'après, ça a été la journée où on a reçu le plus d'appels à SOS de notre histoire. Mmh. Pourquoi? Ben, parce qu'on avait là quelqu'un à qui s'identifier. Ouais. On dit, Ouais. hey, Caroline, Laurence Jalbert. Ouais. Il n'y a pas une femme, c'est pas forte elle, là, on est personne forte, là. Tu sais, c'est une femme Ouais. de caractère, tu sais, qui brasse la cabane, mais Ouais. n'importe qui, puis ça, il faut le savoir, Mhm. n'importe qui est vulnérable à la violence conjugale. Moi, je suis vulnérable à la violence conjugale, même si je connais bien ça. Quelqu'un Ouais. pourrait réussir à me manipuler dans mon couple. À la limite, je travaille, moi j'ai fait beaucoup de formations dans ma carrière, puis j'ai eu beaucoup de témoignages d'intervenantes en violence conjugale qui vivaient de la violence conjugale, Ouais. puis ça faisait partie justement de pourquoi elles ne disaient pas, de quoi je vais avoir Ouais. l'air. Ouais. Ben oui. Je Je sais sais reconnaître chez les autres, puis j'ai envie de chez quoi, nous, c'est tu sais. ça, de quoi je vais avoir l'air. Puis souvent les partenaires ont utilisé, tu sais, on a tous des vulnérabilités. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde sur la Terre a des vulnérabilités. Quand on est intervenante, psychologue, justement, là, je te regarde. Quand on est intervenante, on a une vulnérabilité en commun, c'est qu'on veut prendre soin des autres. Ben oui. C'est une belle, belle chose, hein? C'est une belle, belle Ah, mais des qualité. fois, ça l'est moins. Moi, j'en Mais parlais à Salva Maman. Quand je reçois des demandes, puis j'ai à la personne, j'ai pas de place, là, tu sais, ça vient me chercher. Moi, je peux pas juste comme continuer ma journée. Fait que c'est ça, les dynamiques aussi. J'arrive à comprendre qu'un intervenant qui veut aider, je vais mais si un rester. partenaire, si mon partenaire Ouais. utilise ça, Ben s'il oui. m'exprime de la souffrance, je suis Mais bien, oui. bien vulnérable. Ouais. Je suis bien vulnérable. Ouais. Fait que c'est ça, Hum. on a toutes des vulnérabilités, des endroits plus fragiles où on est manipulable. Hum. Puis, faut pas s'en vouloir d'avoir été manipulé. Souvent, là où ils vont manipuler, là, c'est des belles qualités. Ils vont se servir de notre Hum. ouverture, de notre volonté d'aider, de notre... Puis c'est ça qui est triste, tu sais, c'est que c'est...
Tu sais, on peut pas prévenir la violence conjugale en changeant la façon dont les victimes entrent en relation. On veut pas faire ça parce que souvent, c'est des belles choses. Il faudrait créer de la fermeture, tu sais. C'est pas ça qu'on Oui, fait. mais c'est important qu'est-ce que tu dis là parce que souvent il y en a des femmes qui disent j'aime trop hein puis tu sais moi ça j'amène la réflexion de mais c'est pas toi qui aimes trop, il y a quelqu'un qui a abusé de cette façon-là que tu aimes. Fait que encore de tourner ça comme si c'était de la faute de la victime. Je peux pas trop aimer, je peux pas trop être respectueuse, je peux pas trop être ouverte, ça n'a rien à voir avec toi. C'est vraiment il y a quelqu'un qui a abusé de ça. Puis ça c'est important de l'amener de notre regard. Ouais. Puis il va falloir faire un part 2 avec toi parce que je sais que tu as un rendez-vous aussi. Mais je veux juste te dire merci. Je veux dire à tout le monde aussi que le site c'est sosviolenceconjugale.ca. Il y a plein d'outils là-dessus. Vous pouvez sortir rapidement. Puis moi, les mots que je vais retenir, c'est clairement empathie, c'est clairement respect et donner le choix à la personne. Redonner son pouvoir par le choix. Puis je veux qu'on te réinvite parce qu'on a parlé rapidement de la plateforme c'est pas violent.com pour les ados pour reconnaître qu'est-ce que c'est de la violence et tout ça. Puis il faut, tu sais, quand on est parent d'un ado puis qu'on voit leur relation puis qu'on voit des petites affaires, je veux qu'on parle d'ado puis de la violence à l'adolescence. Fait que je te relance l'invitation maintenant. Je vais te donner le choix. Ça va me faire plaisir d'être là. Puis il faut pas oublier que la ligne téléphonique de SOS Violence Conjugale est disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est anonyme, c'est confidentiel. Notre rôle à nous, c'est d'être la porte d'entrée vers tous les services au Québec en matière de violence conjugale. Fait qu'en appelant SOS, l'intervenant de SOS va pouvoir vous diriger, vous mettre en lien téléphonique direct avec quelqu'un qui peut vous aider, peu importe ce que vous cherchez. Puis c'est notamment la meilleure façon de trouver de l'hébergement. On sait qu'on parle souvent du fait que les maisons d'hébergement peuvent être pleines, mais nous, on le sait, sont où les places. Donc, en nous appelant, ça fait en sorte que le chemin est plus facile là, vers l'hébergement, vers tous les services. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.